Bonjour, le modèle d'examen qu'on va travailler aujourd'hui est un examen donné par l'Académie de Tazataounet Husima en 2010. Il s'agit d'un extrait de la pièce de théâtre Antigone. Mais avant de commencer, je vous donne un aperçu sur cette œuvre. Alors, il s'agit d'une pièce de théâtre écrite par Sophocle la première fois. Elle est écrite par Sophocle en 441 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Antiquité grecque. Jean Anouilh, lui, c'est un dramaturge français, né en 1910 et décédé en 1987. Il a réécrit cette pièce, mais en effectuant des modifications. Alors, Antigone de Sophocle était une tragédie classique. Elle était écrite dans un langage soutenu, en vers, pas en prose, et avec des personnages de classe sociale supérieure. Alors, Jean Anouilh a fait entrer des personnages de la classe inférieure, par exemple la nourrice, les gardes, etc. Et il a transformé la pièce en prose, elle n'est plus en vers, et il a fait entrer quelques mots qui appartiennent à son époque, c'est-à-dire au XXe siècle. C'est pour cela que le genre théâtral de Antigone de Jean Anouilh, on l'appelle, c'est une tragédie moderne. Une tragédie moderne. Alors, pour le cadre spatial, c'est Thèbes. Donc, les événements se passent à Thèbes, dans le palais royal. Les personnages, nous avons deux types. Personnages tragiques, mais attention ici, tragique ne veut pas dire que ce sont tous les personnages qui vont mourir. Non, les personnages tragiques sont les personnages qui appartiennent à la famille royale. Par exemple, vous avez Créon, Aimant, Antigone, Ismène, Eurydice et bien sûr ceux qui sont déjà morts. Alors, on ne peut pas comprendre l'histoire de Antigone si on n'a pas une idée sur le mythe d'Œdipe. Œdipe, c'est le père et le frère d'Antigone. Alors, comment ça? Œdipe a épousé sa mère, sans le savoir bien sûr. Il a tué son vrai père et a épousé sa mère, sa vraie mère, Jocaste. Il a eu avec elle 4 enfants. Antigone, Ismène, Polynice et Théocle. Lorsqu'il a su que sa femme était sa mère, il s'est crevé les yeux. Et elle, Jocaste, elle s'est suicidée. Parce qu'il ne voulait pas faire ça, c'était par hasard. Bon, alors Antigone a accompagné son père parce que ces deux garçons, ces deux enfants qui sont les garçons Polynice et Théocle, ils l'ont chassé en croyant qu'il a épousé sa mère en le sachant. Alors elle, par devoir familial, elle a accompagné son père et elle est partie avec lui errer jusqu'à sa mort, la mort de son père Œdipe. Et quand elle est revenue à Thèbes, elle a trouvé que ses 2 frères se sont entretués pour le trône. Alors, et comme leur oncle maternel Créon a pris le royaume, il a pris le trône, il est devenu roi, alors il a donné une loi pour enterrer Théocle parce qu'il était désigné pour régner. Et Polynice, il est considéré comme traître, donc il a défendu qu'on l'enterre. Donc ici, Antigone défend encore son frère.
Alors, pour les questions de compréhension, les suites de texte. Première question. Quels sont les personnages vivants de la famille royale en présence dans ce passage? Ça, c'est A. B. Quels liens de parenté les unit-ils? Alors, comme je vous dis toujours, quand j'ai une question avec A et B, donc je dois lire les deux parties de la question et ensuite je commence à répondre. Remarquez que le mot vivant est écrit en gras. C'est pour attirer votre attention. Alors, ils n'ont pas dit quels sont les personnages de l'extrait, ou bien du passage. Ils ont dit les personnages vivants de la famille royale. Donc, je cherche. Donc, les personnages vivants en présence dans ce passage sont, j'écris comme ça, les personnages vivants de la famille royale en présence dans ce passage sont Créon et Antigone. Ça, c'est A. B, le lien de parenté veut dire le lien familial. Alors, quel est le lien qui unit Créon et Antigone? Donc, vous avez le choix entre deux réponses. Ou bien vous dites que Créon est l'oncle de Antigone, ou bien Antigone est la nièce de Créon. Mais pas les deux. Une seule réponse, une seule phrase. Voilà. Question 2. Relevez 4 noms de personnages morts évoqués dans l'extrait. Là aussi, vous avez 4 en gras. Alors, on ne vous demande pas 3, on ne vous demande pas 2, on vous demande 4. 4 noms de personnages. Comment sont ces personnages? Ils sont morts, ils sont déjà morts. Et bien sûr, on les appelle des personnages, mais ils sont des personnages évoqués, c'est-à-dire on parle d'eux dans l'extrait. Alors, pour répondre, je vais dire les 4 personnages morts évoqués dans l'extrait sont 2 points. Alors, bien sûr, ceux qui sont morts, tout le monde le sait, c'est la mère de Antigone, le père de Antigone et les 2 frères, Éthéocle et Eurydice. Mais attends, Éthéocle et Polynice. Mais attention, on nous a demandé les noms. Si vous répondez par le père de Antigone, c'est faux. La mère de Antigone, c'est faux. Parce qu'on a demandé le nom. Donc ici sont Oedipe, Jocaste, Éthéocle et Polynice. Donc voilà la réponse. Troisième question. Relevez dans la première didascalie un indice qui annonce l'affrontement entre les 2 personnages. Alors, il faut savoir repérer une didascalie. Bon, je vais vous lire les didascalies qui se trouvent dans ce passage, mais avant, je vous explique. La didascalie, c'est une indication scénique, c'est-à-dire des passages qui sont écrits, des phrases ou bien des passages qui sont écrits, qui montrent les gestes ou bien qui donnent des informations sur le décor, sur les gestes des personnages, sur ce que les personnages font. Mais les paroles des personnages, on les appelle les répliques. Donc, vous avez ici, je vous lis, en général, dans un texte, ils sont l'écriture. La forme d'écriture sont en italique. Ils ne sont pas écrits de la même façon, de la même écriture, de même caractère que les répliques. Alors, j'ai ici, les gardes sont sortis, précédés par le petit page. Créon et Antigone sont seuls, l'un en face de l'autre.
Alors là, l'auteur nous donne des informations sur les personnages. Les gardes sont sortis et Crayon et Antigone sont restés seuls. Vous avez une autre didascalie. Un silence, ils se regardent. Donc, il y a le silence sur scène et les personnages se regardent. Donc, ici, c'est une information sur ce qu'ils font et non pas ce qu'ils disent. Vous avez aussi Antigone doucement. Elle a baissé la voix. Elle ne parle pas à voix haute. Donc ici, comment je sais, moi qui lis le texte, parce que je ne suis pas en train de regarder la pièce, je le sais grâce à la didascalie. Doucement. Voilà. Donc ici la question. Relevez dans la première didascalie. Donc je vais chercher la première didascalie. C'est celle qui est en haut avant que les personnages commencent à parler. Qu'est-ce qu'on me demande de relever? Un indice qui annonce l'affrontement entre les deux personnages. Alors, vous avez les gardes sont sortis, précédés par le petit page. Crayon et Antigone sont seuls l'un en face de l'autre. Donc, j'écris Crayon et Antigone sont seuls, et je souligne seul, l'un en face de l'autre. Donc, c'est l'affrontement entre les deux personnes. Question 4. Lequel des deux personnages mène le dialogue? Quelle est son intention? Ici, un personnage qui mène le dialogue, c'est le personnage qui parle le plus et celui qui paraît plus autoritaire, bien plus convaincant. Alors, qui mène le dialogue ici? Est-ce que c'est Antigone ou bien Crayon? Bon, en me référant aux répliques de Crayon, je vois qu'il pose beaucoup de questions. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Tu es bien sûr? Ensuite, il donne des ordres. Alors, écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces 3 hommes. Oui, alors ensuite il dit, pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Il pose une question. Ensuite, c'était un révolté et un traité, je le savais. Alors, qui mène ici le dialogue, Antigone ou Crayon? Alors, nous allons revenir aux répliques de Antigone pour voir. Au début, elle répond par un non. Non. Non, personne. Oui. Ensuite, elle pose une question. Pourquoi? Mais attention, c'est une question rhétorique. Elle n'attend pas la réponse. Puisque vous savez bien que je recommencerai. Je le devais. Donc ici, celui qui mène le dialogue, c'est Crayon. Donc comment je réponds? Le personnage qui mène le dialogue est Crayon. Vous avez une autre partie de la question. Quelle est son intention? Son intention est de convaincre Antigone de renoncer à son projet. Et bien sûr, tout le monde sait ce que c'est que le projet de Antigone. C'était enterrer le cadavre de son frère. Alors, c'est comme ça qu'on va répondre. La question 5. Je ferai disparaître ces 3 hommes. Ça, c'est un extrait d'une réplique de Crayon. Vous avez 2 questions, A et B. Qui sont ces 3 hommes? B, Crayon veut les faire disparaître parce que vous avez encore 3 propositions. Ils ont arrêté Antigone, ils étaient témoins d'une scène, ils ont aidé Antigone à enterrer son frère. Et la question, recopier la bonne réponse. Donc, je commence à répondre. J'écris la citation de Crayon, entre guillemets, je ferai disparaître ces 3 hommes.
Je reviens à la ligne, petit a, ces 3 hommes sont les gardes. Ces 3 hommes sont les gardes. B, Crayon veut les faire disparaître parce que, alors quelle est la meilleure réponse ici? La bonne réponse c'est ils étaient témoins d'une scène. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'ils ont arrêté Antigone qu'il va les faire disparaître, et ce n'est pas parce qu'ils ont aidé Antigone d'ailleurs, ils n'ont pas aidé Antigone à enterrer son frère. Ils étaient témoins d'une scène. Ils ont vu Antigone en train d'enterrer le cadavre de son frère. Donc j'écris Crayon veut les faire disparaître parce qu'ils étaient témoins d'une scène. Voilà pour les questions de compréhension. Alors, la question 6, c'est une question de langue. Je le devais, je vous l'avais interdit, je le devais tout de même. Vous avez le et L apostrophe qui sont écrits en gras. La question à quoi renvoie le et L apostrophe. Bien sûr, L apostrophe c'est aussi le, mais puisque c'est à côté de avait, vous avez une voyelle, donc L apostrophe. Alors là, c'est ce qu'on appelle le pronom neutre. Ce n'est pas un pronom personnel, ça c'est le pronom neutre. Qu'est-ce qu'il remplace? À quoi renvoie? Regardez, il n'a pas dit à qui renvoie. On ne demande pas une personne. Ce n'est pas un pronom personnel. Il ne remplace pas une personne, il remplace un fait. Quel est ce fait? Regardez, dans la réplique de Antigone, je le devais, celle de Crayon qui est avant, pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Il a posé la question, pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Dans la réponse de Antigone, je le devais. Ça veut dire que le ici remplace le propos qui est donné dans la question de Crayon. Qu'est-ce que Crayon demande? Pourquoi Antigone a-t-elle tenté d'enterrer son frère? Donc le ici remplace le fait de tenter d'enterrer son frère. Alors je l'avais interdit, Antigone a dit je le devais, c'est-à-dire je devais enterrer mon frère. Crayon a dit après la réplique qui après dit je l'avais interdit, c'est-à-dire j'avais interdit l'enterrement de ton frère. La réplique d'après, je le devais tout de même. Je le devais tout de même, c'est-à-dire je devais tout de même enterrer le cadavre de mon frère. Donc, comment je réponds ici? Le et L apostrophe renvoient au fait ou bien à l'enterrement du cadavre de Polynice par Antigone. Voilà, ça c'est un fait, ce n'est pas une personne. Le et L apostrophe renvoient avec ENT au fait d'enterrer le cadavre de Polynice par Antigone, ou bien à l'enterrement, renvoie à l'enterrement du cadavre de Polynice par Antigone. Question 7. Justifier l'emploi du temps du passé dans la dernière réplique. La dernière réplique, donc je vais aller à la dernière réplique de Antigone. C'était mon frère, c'était mon frère. Alors pourquoi c'est au passé? Justifier l'emploi du passé dans la dernière réplique. C'était mon frère. Ici, je réponds, Polynice est déjà mort. Il était le frère de Antigone quand il était vivant. Donc, c'est pour cela qu'on a employé le passé. Si l'imparfait, c'est un temps du passé. Donc, on a utilisé, ou bien Antigone utilise l'imparfait, qui est un temps du passé, parce que son frère est déjà mort. Il était déjà mort.
Question 8. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures. C'est un extrait du passage. A. L'action exprimée dans cette réplique est réalisé, réalisable, irréalisable. On nous demande de choisir entre réalisé, réalisable, irréalisable. B. Justifiez votre réponse en relevant deux indices relatifs au temps. Alors, j'écris d'abord la réplique, entre guillemets, si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures. Je réponds, je reviens à la ligne A. L'action exprimée dans cette réplique est irréalisable. Elle est irréalisable. B. Justifiez votre réponse. Qu'est-ce que je fais? Deux indices relatifs au temps qui justifient ma réponse sont l'emploi du plus que parfait. Mon frère était rentré, je souligne, était rentré, et vous avez dans la principale, je lui aurais enlevé, c'est-à-dire le conditionnel passé. Donc je souligne, était rentré, et je lui aurais enlevé. Alors, ici, je vous renvoie aux règles qu'on a dans la condition. Alors, quand j'écris une phrase, j'exprime la condition avec si plus que parfait plus conditionnel passé, ça veut dire que ces actions n'ont pas été réalisées dans le passé, donc je ne peux pas les réaliser au moment où je parle. Donc, elles sont irréalisables. Et vous avez d'autres cas. Bon, on va revenir sur ça. Je vous donnerai un cours en détail sur les circonstanciels et surtout ici, les circonstanciels, les subordonnés circonstanciels de conditions et la concordance des temps dans ce cas. Donc, vous avez si plus que parfait plus conditionnel passé, c'est une action irréalisable dans le présent parce qu'elle n'a pas été réalisée dans le passé. Donc, ce n'est pas la peine de donner ces détails. Vous soulignez seulement si mon frère était rentré et je lui aurais enlevé, c'est-à-dire le verbe rentrer au plus que parfait et le verbe enlever au conditionnel passé. Question 9. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Antigone veut dire que, là aussi vous avez A et P. Antigone veut dire que son frère est mort, son frère est rentré de la chasse, son frère est chassé par Crayon. Alors je recopie la bonne réponse. Et tout le monde sait que Polynice était déjà mort. Donc Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Petit a, j'écris la phrase, je reviens à la ligne, j'écris petit a. Antigone veut dire que son frère est mort. Il n'est pas rentré de la chasse et il n'est pas chassé par Crayon. Il est mort. Donc son frère, premier choix. Son frère est mort. B. La figure de style employée est une hyperbole, une comparaison, un euphémisme. Recopier la bonne réponse. Donc j'écris B. La figure de style employée est, ce n'est pas une hyperbole, ici Antigone n'exagère pas. Ce n'est pas une comparaison, elle ne compare pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise un euphémisme. Donc, la figure de style employée est un euphémisme. L'euphémisme, c'est le fait d'abaisser, bien d'atténuer le choc de quelque chose. Donc ici, au lieu de dire que mon frère aujourd'hui est mort, elle a dit il a achevé sa chasse. Donc j'écris
La figure de style employée est un euphémisme. Dernière question, le comportement d'Antigone est-il punissable? Dites pourquoi en une phrase. Alors c'est toujours la même chose. La dernière question, on vous demande votre point de vue, mais comme je répète toujours, vous êtes libre de dire, d'exprimer votre point de vue, mais ici, ce que le correcteur sur lequel il met l'accent, sur comment vous argumentez votre point de vue. Si dites pourquoi en une phrase. Donc, donnez un argument dans une phrase. Il faut que ça soit correct. Alors, le comportement d'Antigone est-il punissable? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit punir, est-ce qu'on peut punir Antigone pour son comportement? Et quel est ce comportement? C'est le fait d'insister d'enterrer le cadavre de son frère. Vous êtes libre. Si vous voyez qu'elle a raison, elle doit enterrer le cadavre de son frère, vous dites qu'il n'est pas punissable. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous dites oui, le comportement de Antigone est punissable et bien sûr, donnez votre argument, essayez d'argumenter. Pour la production écrite, on vous demande de rédiger un texte argumentatif dans lequel vous justifiez votre point de vue à propos de l'idée qui dit que les parents pensent que leurs enfants doivent les consulter avant de prendre certaines décisions. Ici, on donne le cas des études, du mariage, du travail, etc. Alors, j'ai déjà parlé du plan d'un texte argumentatif dans la vidéo de l'examen sur la boîte à merveilles. Je rappelle, le texte argumentatif doit être divisé en 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, on amène le sujet, c'est-à-dire, je dis la même chose avec mon propre style. Alors, la consigne ou bien l'idée qui est dans le sujet, je la répète, mais avec mon style. Je pose une ou deux questions qui servent de transition entre l'introduction et le développement. Et pour le développement, ça dépend du type de raisonnement que je choisis. Alors, dans la vidéo du texte de Ahmed Sfraoui, j'ai donné l'exemple du raisonnement dialectique. Aujourd'hui, je vous donne le plan d'un raisonnement concessif. Qui dit concession dit un accord partiel et une réfutation. Donc, le développement doit être divisé en 2 paragraphes. Dans le premier paragraphe, j'exprime mon accord partiel, c'est-à-dire qui n'est pas à 100%, avec l'idée des parents qui disent que leurs enfants doivent les consulter avant de prendre certaines décisions. Donc, un seul argument suffit avec une petite illustration, c'est-à-dire un exemple qui illustre cet argument. Mais la grande partie du développement, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire dans laquelle je réfute. Et réfuter une idée, c'est dire que je ne suis pas d'accord. Donc je réfute, je donne au moins trois arguments par lesquels j'exprime mon point de vue qui est opposé à celui des parents. Alors là, je donne les arguments et en même temps, je donne des exemples pour les appuyer aussi. Et pour finir, je récapitule et je donne précisément, j'exprime précisément d'une façon plus claire mon point de vue dans la conclusion. Alors là, je suis en train de rédiger le plan de ma production. Mais quand je commence la rédaction, je ne dois pas oublier les connecteurs logiques.
Alors, pour un raisonnement concessif, il a des connecteurs logiques spéciaux. Hein. Alors, la partie ou bien le paragraphe où j'exprime mon accord partiel, vous avez des exemples de connecteurs logiques. Certes, virgule, il est vrai que, c'est vrai que, nul ne peut nier que, ou bien nul ne peut nier l'idée qui dit, etc. Alors là, attention, vous écrivez un de ces connecteurs, pas tous ces connecteurs, un seul. Vous choisissez un parmi ces connecteurs que je vous donne, que je vous propose, hein, parce qu'il y en a d'autres. Alors, partie concernant la réfutation, c'est-à-dire le deuxième paragraphe du développement. En revanche, néanmoins, pourtant, cependant, or, alors ça, ce sont des exemples de connecteurs logiques. J'écris un seul, hein. Je choisis un parmi ces connecteurs que je vous propose. Et la conclusion, comme toujours, enfin, finalement, pour finir, pour conclure, en guise de conclusion, bref, voilà les connecteurs. Un de ces connecteurs, vous les utilisez pour la conclusion. Je vous propose d'essayer, de faire un essai, d'essayer de rédiger, de vous entraîner sur ce genre de texte. Bien sûr, le texte argumentatif, il faut bien le maîtriser. Et essayez de vous auto-évaluer. Essayez de voir si vous êtes capable de le réussir et de respecter les consignes qu'on vous donne ici dans l'évaluation. Bon courage.